Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé des sanctions contre le gouvernement géorgien, qu'il accuse de céder le pays à la Russie. Plusieurs centaines d'enfants ukrainiens ont été soumis à un endoctrinement forcé avant d'être adoptés par des familles russes depuis le début de la guerre en Ukraine. La France entre dans une séquence politique d'incertitude majeure. Le Premier ministre Michel Barnier a démissionné au lendemain de l'adoption de la motion de censure. Malgré la chute du gouvernement et la démission de Michel Barnier, les fonctionnaires ont maintenu leur grève ce jeudi, une mobilisation pour défendre la fonction publique. Une ingérence russe pointée dans la présidentielle roumaine. Le président a choisi de déclassifier des rapports du renseignement démontrant le soutien apporté à Călin Georgescu. Crise politique en Corée du Sud après la promulgation de la loi martiale. Le ministre de la Défense démissionne et le Parlement va examiner la destitution du président. Enlevés à leur famille, détenus pendant des mois et soumis à une intense propagande avant d'être adoptés sous la contrainte. Un nouveau rapport de l'école de santé de Yale a mis en lumière une déportation massive d'enfants ukrainiens par la Russie. Les chercheurs ont identifié 314 enfants ukrainiens adoptés par des familles russes depuis le début de la guerre en février 2022. Selon le rapport, cette opération a été initiée et soutenue par le président russe Vladimir Poutine et ses subordonnés. The way it works is there's 3 interconnected databases, one of which is directly run by the Ministry of Education. After the September annexation of the area occupied by Russia, they moved the children from midpoints, basically safe houses where they had held them for 6 months, and then placed them in the database. Dans ces centres, les enfants ukrainiens subissent une rééducation forcée qui s'apparente à un véritable lavage de cerveau, comme l'explique le responsable de l'étude. And that includes, for older boys, military training, including vehicle operation, weapons operation, parachute jumping. And then for younger children, it includes indoctrination in Russian narratives, singing Russian songs, and being prohibited from speaking Ukrainian. En mars dernier, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine et de la commissaire russe aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova pour leur implication dans la déportation illégale d'enfants ukrainiens. Selon le rapport de Yale, le Kremlin a lancé ce programme dans les premières semaines de 2022, parallèlement à la préparation de son invasion de l'Ukraine. Evidence that we provide in this report, and we provided through direct transfer to the International Criminal Court, is clear evidence of alleged crimes against humanity. And now it is up to the ICC and other jurisdictions to decide whether they want to charge. We've given them all the information we have, and we believe the case is clear. La situation pourrait encore empirer l'année prochaine. Près de 1,5 million d'enfants ukrainiens vivent encore dans les zones occupées et risquent fort d'être déportés vers la Russie et soumis au même processus d'endoctrinement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé des sanctions contre le gouvernement géorgien, qu'il accuse de pousser le pays dans le giron de la Russie. Alors que des manifestations secouent la Géorgie, Volodymyr Zelensky a appelé à l'unité des nations d'Europe de l'Est face à la menace grandissante de Moscou. La Russie multipliant les attaques hybrides et les tentatives d'ingérence dans la politique européenne. Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз в Грузії протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. La Géorgie est secouée depuis la semaine dernière par des manifestations de masse, suite à la décision du gouvernement de suspendre les négociations d'adhésion à l'UE jusqu'en 2028 au moins. Une annonce qui a fait suite à une résolution du Parlement européen qui évoque des irrégularités lors des dernières élections législatives remportées par le parti Rêve géorgien. La France entre dans une séquence inédite ou presque. Il s'agit de la deuxième motion de censure à aboutir sous la Ve République. Le Premier ministre Michel Barnier a présenté sa démission ce jeudi à Emmanuel Macron qui l'a accepté au lendemain d'un vote sans appel. 331 voix pour, c'est plus que les 288 nécessaires. Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés.
Faute de majorité à l'Assemblée, Michel Barnier a dû avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget 2025, un budget placé sous le signe de l'austérité qui a cristallisé les tensions. Encore une fois, je le regrette, Monsieur Barnier, il suffisait qu'il accepte notamment de ne pas désindexer les retraites, de ne pas taper sur les retraités pour que cette situation n'existe pas. Résultat, c'est une alliance de l'extrême droite et de LFI qui d'une seule voix a voté la motion et fait tomber Michel Barnier. Cette réalité, elle reste là. Et écoutez-moi bien, elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce jeudi soir. Le chef de l'État dit se donner 24 heures pour trouver le nouveau locataire de Matignon. À l'appel de plusieurs syndicats, ils étaient des milliers de fonctionnaires réunis à Marseille ce jeudi. Une mobilisation pour protester contre les propositions du gouvernement comme le gel des salaires ou le passage d'1 à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Des mesures qui étaient contenues dans le projet de budget 2025. L'appel à la grève a été maintenu malgré le vote de la motion de censure mercredi qui a conduit à la chute du gouvernement et la démission du Premier ministre. Ça ne change rien parce que de toute façon les gouvernements changent et le service public est de plus en plus mal loti. Donc on n'a pas des hauts niveaux de salaire, on a très peu d'avantages, on a la sécurité de l'emploi, mais là maintenant on se pose la question de savoir si demain on l'aura encore. Cette journée de mobilisation a été particulièrement bien suivie dans les établissements scolaires. Près d'un enseignant sur 3 était en grève, selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats espèrent envoyer un signal au futur gouvernement et suivent de près les prochaines annonces. La fonction publique compte environ 5,7 millions de fonctionnaires et contractuels. The Romanian political scene in battle's second round of the presidential elections have been thrown in disarray by the Romanian presidency decision to unseal the intelligence agencies' reports indicating a foreign interference in the elections in favor of far-right candidate Călin Georgescu. Romania's Foreign Intelligence Service states in the released documents that Romania is the target of aggressive hybrid actions by the Russian Federation. The dramatic move by the Romanian state to release the National Security Council's secret documents showed that major sums of money together with an elaborate foreign operation on social media influencing lead to the unexplained rise of the obscure extremist candidate Călin Georgescu. The secret documents from 3 Romanian intelligence agencies details that 797 TikTok accounts created in 2016 for Georgescu and left dormant were activated to maximum capacity 2 weeks before the elections. Telegram accounts created in 2022 coordinated the TikTok and offer operations in favor of Călin Georgescu, who called himself an independent candidate with zero campaign spending. The documents, which list a wide array of show that 1 million euros were mobilized by foreign state actors to drive Georgescu's campaign, and the TikTok allegedly confirmed that it received over 300,000 euros from Călin Georgescu campaign. But Georgescu always maintained that he did not spend 1 euro for his campaign, which opens the door to allegation and investigation of illegal campaign financing. The major question following now is the fate of the second round of the presidential elections, the light of these revelations. For Euronews, Andreea Gurban. Suite à la crise politique provoquée par la promulgation puis le retrait rapide de la loi martiale, le président sud-coréen Yoon a remplacé son ministre de la Défense. Lors d'une audition, ce dernier a admis sa responsabilité et s'est excusé quant à l'attitude de l'armée lors des incidents de mardi soir. Il a regretté d'avoir causé des perturbations et des inquiétudes au sein de la population, affirmant que les troupes avaient agi sur ses instructions et que toute la responsabilité lui incombait. Entre-temps, en signe de protestation contre le président, une foule nombreuse s'est rassemblée dans le calme devant le Parlement pour une veillée aux chandelles. Ce limogeage n'a pas calmé l'opposition majoritaire au Parlement coréen qui s'apprête à débattre de la destitution du président Yoon. La motion commune de destitution du chef de l'État a été transmise à l'Assemblée nationale pour être votée samedi soir.
La destitution du président nécessiterait le soutien des 2/3 de l'Assemblée nationale, soit 200 membres sur 300. Les partis d'opposition disposent ensemble de 192 sièges avec le soutien de 18 législateurs appartenant à une faction anti-Yoon de son parti. Mais cette faction a déclaré qu'elle s'opposerait à cette destitution. Si le président Yoon est mis en accusation pour haute trahison, il sera suspendu jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle décide de le démettre de ses fonctions ou de lui rendre son pouvoir présidentiel. Le Premier ministre Han Dok-soo prendrait donc les rênes du pays. En Corée du Sud, la haute trahison est passible de la peine de mort. Le pays l'a maintenue mais n'a procédé à aucune exécution depuis 1997. Les SUV passent à l'électrique, le pape François aussi. Mercedes a en effet présenté au souverain pontife ce mercredi sa toute nouvelle Papa Mobile, une classe G 100% électrique modifiée pour servir de véhicule d'apparat. C'est le directeur général de Mercedes-Benz qui a remis en main propre le SUV au pape François au Vatican. It's a great honor for us today to hand over the Pope Mobile to the Holy Father. At Mercedes-Benz we have almost 100 years tradition. The first car was handed over in 1930 to Pope Pius XI, but today for Pope Francis we have something very special. It is the very first Pope Mobile that is fully electric, based upon the all-electric G-Class that we launched this year. Ce SUV dispose à l'arrière d'un siège central pivotant placé devant 2 autres sièges pour accueillir des passagers. Un toit rigide peut venir caper la plateforme arrière en cas de pluie. On ne sait pas encore quand le véhicule sera mis en service, mais le pape François devrait l'utiliser pour traverser la place Saint-Pierre pendant le jubilé de 2025.